Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La semaine dernière était une semaine d'hommage national à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020, près du collège où il exerçait à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Vous verrez dans ce journal le récit des commémorations avec TV78. Il y a 15 jours s'est ouvert en Allemagne un procès qui doit durer 3 mois, celui de Joseph Schutz, un ancien gardien de camp de concentration. Il est accusé de complicité et d'assassinat. Parmi les parties civiles, des descendants marseillais, et la Provence a recueilli des témoignages que vous verrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous amènerons à Thionville découvrir des champions de Formule 1 miniature, et vous verrez, ces bolides n'ont rien à envier aux grands bolides. Ils n'ont pas 30 ans et ils ont dressé déjà une liste de 99 choses à faire avant de mourir. Nos confrères de Télépaésé en Corse ont rencontré ces jeunes étonnants. Je vous le disais dans les titres de ce journal, la semaine dernière, un hommage national a été rendu à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 près du collège où il exerçait à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Le récit des commémorations par Célia Gassongo, Patrick Jacques de Dixmude et Grégory Canal de TV78 sur place. Dès le vendredi 15 octobre, les établissements scolaires ont rendu hommage à Samuel Paty, comme au collège Jean Zay à Verneuil-sur-Seine. Lors d'un cours d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, une classe de 3e a travaillé sur 2 thèmes de réflexion. Nous avions décidé de nous intéresser plus particulièrement à ce que fait le professeur d'histoire-géographie, qu'est-ce qu'on apprend en histoire-géographie et pourquoi on étudie l'histoire-géographie. Samuel, tu fais partie à jamais de notre communauté. Et c'est donc ici, dans notre collège, dans ton collège, Samuel, qu'il nous semblait évident de te rendre hommage. C'est au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine qu'une grande cérémonie d'hommage à Samuel Paty était organisée à huis clos samedi 16 octobre. Professeurs, personnel éducatif et élèves ont pris la parole. Le ministre de l'Éducation nationale était sur place. Un sentiment d'abord de solidarité avec la famille de Samuel Paty, avec ses proches, avec ses collègues, avec ses élèves, avec tous les professeurs de France aussi, et au fond avec tous les Français, parce que c'est tous les Français qui, le jour de sa mort, il y a 1 an, ont été totalement bouleversés par ce qui s'est passé. Et quand il y a une mort aussi tragique, une mort aussi absurde, c'est notre unité qui permet de lui donner un sens. À l'issue de ce premier hommage, une marche blanche est partie du collège jusqu'à la place de la Liberté. Un discours a été donné par le maire de Conflans-Sainte-Honorine, ému par l'événement. Le 16 octobre 2020 restera un jour à jamais marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de Conflans-Sainte-Honorine. Je pense que le sens de cet hommage, c'est à la fois un hommage à Samuel Paty et en même temps un moment de rassemblement indispensable pour qu'on puisse ensemble échanger, discuter et rester soudés. Un monument en forme de livre ouvert a été également dévoilé, symbole de la liberté d'expression. Des centaines de personnes étaient présentes. C'est vraiment très très lamentable et on ne pourra jamais s'y faire. D'ailleurs, on ne pourra pas l'oublier non plus. Apporter un soutien moral, surtout à la famille, à la commune. Un square a également été nommé Samuel Paty, en face de l'université La Sorbonne à Paris. Voilà, sans transition et tout à fait autre chose dans l'actualité. Il y a 15 jours s'est ouvert en Allemagne un procès qui doit durer 3 mois. Celui de Joseph Schutz, 101 ans, un ancien gardien de camp de concentration qui est accusé de complicité dans l'assassinat de 3500 personnes. Et parmi les parties civiles, les descendants du Marseillais Francesco Comantale. Philippe Laurençon de la Provence a recueilli les témoignages de sa fille Rose-Marie et de son petit-fils Fernand. Écoutez ces témoignages. Toute la famille a été raflée, le grand-père, la grand-mère et les enfants. Ils étaient 6, 3 frères, 3 sœurs. Ces enfants sont partis et ma grand-mère, elle est revenue avec tous ces 6 enfants et elle n'avait plus son mari qui avait disparu. Elle ne savait pas à l'époque ce qu'il était advenu. On a longtemps cru qu'il allait revenir. Ils l'ont attendu pendant des mois, des années. On nous sépare. Moi, je suis avec ma mère, disons. Et mon père, il était de l'autre côté, mais je ne sais pas où. Parce que je n'ai jamais été voir où il était. Mais lui, il savait. Alors, d'après lui, il était placé sous des pins, des arbres de pins. Et dans les pins, il y avait les cacahuètes qu'on appelle. Les pignes. Les pignes. Et bon, mon père, il se mettait là, comme il n'avait rien à faire, parce qu'il les faisait griller.
Et il en faisait des paquets, puis après, le soir, quand il venait, il me le donnait à moi, que moi je faisais la distribution avec mes sœurs et mes frères qu'on avait là. Voilà, nous nous rendons en Occitanie maintenant dans ce journal, et ce pour de bonnes nouvelles. Depuis quelques jours, les cinémas de Nîmes se veulent plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Regardez comment ils s'y sont pris. Explication de Laurie Chamerla de Via Occitanie sur place. Ce dimanche matin au cinéma se joue une séance un peu particulière. Le son est moins fort que d'habitude, le film sous-titré et tapis dans l'ombre, des bénévoles sont disponibles pour parer à toute éventualité. C'est le concept de Cinéma Différence, une association nationale qui débarque dans les salles obscures de Nîmes. Objectif, rendre le cinéma accessible aux personnes en situation de handicap. Le handicap peut entraîner des comportements qui sont un petit peu atypiques d'habitude dans les salles de cinéma. Donc, surtout les personnes autistes, les personnes polyhandicapées ou avec un handicap intellectuel, qui font qu'au moindre comportement qui sort un petit peu de la norme, d'habitude, ça peut être un cri, une vocalisation, un besoin de bouger, on s'attire les regards, voire les réflexions des autres spectateurs. Donc du coup, bien souvent, les personnes concernées et leurs familles n'osent plus aller dans les lieux culturels parce qu'on y va avec la boule en ventre, et ce qui est une sortie normalement famille de plaisir au cinéma se transforme un petit peu en stress. Donc l'idée, c'est de créer des séances où chacun est le bienvenu et chacun peut exprimer ses émotions à sa façon et vivre le film à sa façon. Voilà, nous quittons l'Occitanie pour la Bretagne dans ce journal. Et avant que le chantier du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc ne ferme le temps de la période hivernale, Irvin Blonze de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, a embarqué avec les équipes des Ailes Marines, c'est leur nom. Leur mission, évaluer les conséquences de ces aménagements sur la biodiversité. Regardez ce reportage. Ailes Marines a présenté ce mardi son dispositif pour évaluer les effets du chantier du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc sur la biodiversité. Un budget de 8 millions d'euros sur 3 ans et des équipements comme ce bateau scientifique. C'est un bureau d'études qui s'appelle CETEC InVivo, qui fait des suivis sur la ressource halieutique. Donc ça peut concerner aussi bien la coquille Saint-Jacques que des espèces de poissons, que des espèces de bivalves. Et donc en l'occurrence aujourd'hui, il est en train de suivre ces bivalves. Donc il fait des prélèvements sur le fond. Des études réalisées à une vingtaine d'endroits dans le parc éolien et dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du site. Des bouées mesurent aussi le bruit et la turbidité du chantier et les premiers résultats sont rassurants. À cette distance-là, on a déjà perdu 50 décibels. On n'est pas sur des niveaux sonores en fait, qui sont inquiétants en fait, comparés à ce qui est fait dans les travaux portuaires ou les travaux en mer, et même comparé en fait, à des bruits de bateaux auxquels sont soumis les animaux marins. Une incidence faible sur l'environnement, de quoi rassurer pêcheurs et opposants à ce projet éolien. Mais du côté d'Ailes Marines, l'enjeu est ailleurs. Les boues et bruits, ce n'est pas quelque chose qui était prescrit initialement dans nos autorisations. C'est quelque chose qui a été discuté. Il y avait un manque de connaissances sur ce sujet-là. Et donc l'objectif est vraiment d'améliorer la connaissance et d'apporter des résultats concrets. Ailes Marines poursuivra ses études tout au long de la construction puis de l'exploitation du site. Les 62 éoliennes de la baie de Saint-Brieuc devraient être mises en service en décembre 2023. Nous l'avons déjà évoqué dans ce journal, ce mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Il faut savoir qu'environ en France, 30% des femmes ont recours à la reconstruction mammaire après une mastectomie. Parmi elles, des clientes de Marion, vous allez le voir, une tatoueuse du Mans, qu'a rencontré Margot Bianco pour LMTV Sarthe. Regardez. Sous les aiguilles de Marion se dessine un ornement particulier. L'aréole mammaire de Nathalie, retirée lors de sa mastectomie. Le but, c'est de donner un aspect hyper réaliste et de maîtriser le trompe-l'œil. Et ça ne se fait pas en 2 ou 3 mois de formation. En fait, il faut une réelle base de dessin bien acquis pour que ce soit possible et faisable. En fait. Chaque jour, Marion se sert de sa formation de graphiste illustratrice pour jouer avec sa palette d'encre. Contrairement à la dermopigmentation, le tatouage offre un résultat définitif en 2 séances. Il y a beaucoup plus de délicatesse à avoir, de précautions à prendre, c'est-à-dire que ça ne se fait pas n'importe comment. Moi, je travaille en partenariat avec des chirurgiens ou oncologues qui valident le fait que ce soit faisable sur les peaux, parce que c'est quand même des peaux qui ont subi de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Donc en effet, elles sont pas forcément ni la même texture, ni la même fragilité.
Au quotidien, la tatoueuse se bat pour un encadrement plus strict de la profession, pour ne pas mettre en danger les clientes. Pour montrer mon résultat. J'avais toujours rêvé d'avoir un tatouage avant. Jamais j'aurais pensé que j'aurais un tatouage pour mon mamelon. Je suis contente quand même. Nathalie déclare un cancer du sein en mai 2018 et c'est son chirurgien plasticien qui l'oriente vers Marion pour ce qui s'apparente à la phase finale de sa reconstruction, après 3 ans de combat contre la maladie. Quand on m'a dit voilà, on va procéder à l'ablation du sein, je l'ai très bien pris parce que je me suis dit voilà, ça va être du temporaire et puis dans quelques temps je ferai la reconstruction. Alors je ne connaissais pas la reconstruction du mamelon, mais d'entrée de jeu j'avais pensé à la reconstruction mammaire. Visuellement et psychologiquement, on se sent à nouveau femme et c'est important en tant que femme. La page va se tourner définitivement aujourd'hui avec cette dernière séance. Je pense qu'elle n'est pas mal du tout. Si le tatouage d'aréole mammaire soulage ces femmes, un autre combat reste à mener, celui de sa prise en charge par le système de santé, qui n'a encore régi aucun remboursement pour cette prestation. Je vous emmène maintenant dans ce journal à Vosges-les-Bains, dans les Vosges, rencontrer nos meilleurs amis. C'est là que des chiens qualifiés de mordants sont rééduqués pour devenir de gentils petits toutous. C'est un joli reportage de Thierry Lasson et de Denis Lequien, nos confrères de Vosges Télévision sur place. Regardez. Près de 350 animaux replacés dans diverses associations de protection animale. Le refuge privé de Grimlock à la Vosges-les-Bains a donc récupéré ces 2 mâles Leonberg déjà réservés par des particuliers, ainsi que Shiva, une femelle Leonberg également, qui attend d'être replacée. Outre ces chiens, le refuge a également donné asile à 14 lapins et près de 90 poules de cette saisie ordonnée par le procureur de la République. Le quinquagénaire incriminé est passible de plusieurs contraventions et pourrait être placé sous tutelle ou curatelle, jugement en janvier prochain. C'est la plus grosse opération de sauvetage d'animaux enregistrée à ce jour dans les Vosges, mais les cas d'abandon et de maltraitance animale ne sont malheureusement pas isolés. Ce que je constate, c'est qu'on est de plus en plus appelé sur des maltraitances et des saisies dans les Vosges, des élevages illégaux, des chiens qui se font fracasser. C'est les mairies en général qui nous appellent pour récupérer les chiens ou la gendarmerie. Difficile humainement, difficile financièrement également pour les responsables du refuge. On n'a aucune subvention parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore reconnu d'utilité publique. Il faut 3 ans d'existence et 200 adhérents pour espérer obtenir des subventions d'État en fait. Et vous en êtes à combien au nombre d'adhérents ? Là, on est à un peu plus de 70. Grimlock est un refuge spécialisé pour chiens mordants, un terme que n'aime pourtant pas spécialement Maëlys Privat. Les chiens qui arrivent ici, parfois, ils ont mordu, oui. Mais l'erreur, faut se rendre compte que l'erreur n'est pas qu'animale. C'est pas entièrement dû à la faute du chien. Ça peut être un environnement, ça peut être des mauvais gestes, ça peut être plein de choses comme ça. Et les gens se font souvent dans l'idée qu'un chien qui a mordu remordra. Moi, en 2 ans et demi, j'ai replacé quand même 87 chiens. On a eu très peu de retours à l'adoption, on en a eu 4. Sur ce site de la Vosges-les-Bains, ils sont actuellement 67 à espérer des familles d'accueil bienveillantes. Et maintenant, le coup de projecteur de ce journal sur une Amiénoise de 21 ans, son nom, Emma. Fatiguée de se sentir en insécurité lorsqu'elle faisait du sport en solo, elle a eu l'idée de créer une association de femmes qui se retrouvent une fois par semaine pour courir ensemble. Jérôme Houbron de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, a pu assister à leur entraînement hebdomadaire. Regardez. Le concept, c'est qu'on laisse personne tout seul pendant la course. Si y a quelqu'un qui court moins vite, on va essayer de laisser quand même au moins une personne avec elle. Elles ne se connaissent pas, pourtant ces femmes se réunissent pour une séance de sport en groupe et en sécurité. Je préfère vraiment être en groupe après la motivation, parce que quand on est tout seul, quand on a envie d'arrêter, on a les copines qui motivent. Et on est parti! Allez, on y va! Courir ensemble pour se sentir libre et à l'abri, c'est le mot d'ordre de celles qui se font appeler les renardes. Chaque semaine, le temps d'un jogging, l'association réunit celles et ceux qui craignent de pratiquer une activité sportive seuls et en extérieur. Celles et ceux qui chaque jour subissent les regards, les mots, les gestes déplacés. Il y a quelques semaines, il y avait un événement à la Haute-Oire et il y a des personnes qui se sont permises de nous interpeller de manière gentille, mais c'est pas agréable en tant que femme à entendre. Et du coup, le fait d'être seule, c'est jamais très rassurant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec tout ce qu'on entend. Ça me fait peur. C'est pour rassurer ses proches et ne plus avoir peur qu'Emma créait il y a 1 an les Renardes. Aujourd'hui, 700 personnes suivent l'association sportive sur les réseaux sociaux. La preuve d'un réel besoin.
Désormais, les objectifs sont multiples, se préserver des agressions physiques et verbales, partager ses expériences, mais avant tout, se défaire de l'image que certains se font des femmes. Si elles sont en legging dans la rue, c'est pas parce qu'elles veulent attirer l'attention des gens, c'est juste parce qu'elles veulent faire du sport et prendre soin de leur santé. Donc, je pense que c'est une question d'éducation. Et puis, il faut qu'on se mobilise plus, nous, entre femmes, et même pas entre femmes, entre humains, pour se soutenir et faire en sorte qu'il y ait moins d'insécurité à l'extérieur. Selon une étude menée par le magazine Runner's World en 2016, 43% des femmes assurent avoir déjà été victimes de harcèlement durant un jogging. De leur côté, les renards envisagent la création d'une application mobile pour que la meute grandisse encore. Reposez-vous bien, buvez bien de l'eau, mangez bien la cantoche. Voilà, et puisqu'on parle de courir, on pourra peut-être un jour y courir là-haut, car il y a bien eu un lac sur Mars. Il y a de cela 3,6 milliards d'années, tout de même, c'est ce que viennent de confirmer les premiers résultats des données fournies par le rover Perseverance, envoyé en juillet 2020 sur la planète rouge, une découverte qui a son importance, comme l'explique Sylvestre Maurice, l'astrophysicien de l'IRAP à Toulouse, au micro de Clément Gassi de la Dépêche du Midi, nos confrères sur place. Tout ça nous intéresse parce que d'abord, l'eau, c'est le fil conducteur de notre recherche, l'eau liquide, puisque c'est le solvant de la chimie organique, la chimie du carbone, qui est la chimie du vivant. Et donc, dans notre recherche de traces de vie, il faut qu'on est tous convaincus que ça doit être en milieu aqueux. Pour moi, c'est plutôt une promesse de se dire on est au bon endroit et on va maintenant actionner tous nos instruments. Voilà, nous partons pour les Antilles maintenant. Et pourquoi pas devenir pilote de drone? C'est pour faire découvrir ce métier en plein essor que des formateurs sont venus à la rencontre des lycéens de l'établissement Paulette Nardal à Ducos en Martinique. Des lycéens visiblement conquis, comme vous allez le voir dans ce reportage, signé Yvan Lemar et Loïc Régis de Via ATV Martinique sur place. Attention au décollage. Tu vas directement dans les coins comme ça. Ok, donc, comme ça. Voilà. Fort ou pas fort? Voilà, là c'est bon. La sensation d'avoir la tête en l'air, c'est celle conférée par le pilotage de drone. Une première pour ces élèves qui suivent l'option ciel et espace. Durant une après-midi, ils ont pu manipuler eux-mêmes ces engins. C'était vraiment super. En plus, on voit tout, on voit super bien, la qualité est au top. Donc franchement, c'était beau. Connaissance de base sur les règles et la législation qui encadre ces appareils. Conseils pratiques, les lycéens sont encadrés par des professionnels. Le cours de la journée donne des idées. En suivant les indications de l'instructeur, c'était plutôt plaisant. Si je pouvais, j'achèterais un drone et je passerais la formation. Je trouvais que c'était super. Je me suis retenu que pour piloter un drone, il y avait plusieurs législations. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et que pour avoir sa licence, il fallait passer une petite formation qui était gratuite. L'instructeur s'est retrouvé face à des élèves motivés et intéressés. La discipline pourrait bien être une voie d'avenir pour eux. Parce que les tenir éveillés comme j'ai eu en classe pendant 1h30, c'est pas facile, donc c'est que ça les intéressait, à la fois parce que c'est une nouvelle technique, et à la fois parce qu'il ne faut pas se le cacher, comme c'est un métier d'avenir, il y a de l'argent à faire. Et tout le monde veut travailler pour gagner sa vie. La découverte des métiers du pilotage est le premier temps fort pour ces élèves. Les 2 prochaines étapes se dérouleront à l'extérieur de l'établissement. Un projet pédagogique tourné autour de la Transat Jacques Vabre. Lors de l'arrivée des bateaux, les élèves accompagneront les professionnels responsables de la prise d'image. Voilà, maintenant il s'agit toujours de pilotes, mais cette fois-ci il s'agit de pilotes de course. Je vous le disais dans les titres, ils étaient près de 40 sur la ligne de départ de la Coupe de France de voitures radiocommandées. Et cela s'est passé à Thionville, au nord de Metz. Ghislain Schumacher de Moselle TV y était pour nous. Regardez cette course, pas comme les autres. Les voitures s'apprêtent à sortir des stands. Attachez vos ceintures et rendez-vous au premier virage. Sur la piste, ces bolides peuvent atteindre jusqu'à 80 km/h. Cette voiture est celle de Cédric Prévost, double champion de France. Une réplique qui n'a rien à envier aux voitures grandeur nature. Il y a tout qui est réduit de l'échelle 1 à l'échelle 1/5. Voilà, au niveau géométrie de voiture, c'est identique. On ressent tout. Moi, quand je suis en haut, je suis capable de dire à chaque mètre comment est la voiture, comment elle réagit, ainsi de suite. La compétition est divisée en 4 catégories selon le type de véhicule. Cet après-midi-là, les pilotes s'affrontent lors des qualifications. Les manches de qualification, elles sont sur un nombre de tours dans un temps donné,
qui est de 10 minutes. Bon, actuellement, les meilleurs font 27 tours. Entre les courses, les pilotes prennent soin de leur cylindrée. Arthur change les roues de sa Porsche miniature. À 10 ans, il est l'un des meilleurs pilotes du circuit. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du niveau en face et que je me traîne pas, quoi. Là, j'ai fini 2 fois deuxième derrière l'un des derniers champions de France et j'étais vraiment pas loin. Et hier, par exemple, j'étais devant lui. Le Model Club thionvillois accueille la compétition pour son 40e anniversaire. L'association rassemble une 50aine de licenciés passionnés. C'est l'amour du pilotage, de respecter un circuit, d'avoir la bonne trajectoire. Alors vous n'avez pas la sensation de vitesse, mais les sensations au niveau du pilotage sont les mêmes. Arthur et Cédric ont obtenu leur ticket pour la finale, mais pas de victoire à la clé. Le double champion de France termine 10e, pendant que le Benjamin du week-end a accroché la 2e place. Voilà, on reste sur les pistes dans ce grand JT des territoires. Faut-il le rappeler, en 2024 sera donné le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Eh bien, la piste flambant neuve de BMX, tout juste inaugurée à Limoges, pourrait servir de piste d'entraînement aux champions. C'est ce que nous explique Alain Druot de 7 à Limoges en Nouvelle-Aquitaine. 20% des 120 000 licenciés de la Fédération française de cyclisme sont des pilotes de BMX. Avec sa nouvelle piste, Limoges se classe dans le top 5 des circuits français avec 300 mètres de développé et une butte de départ à 5 mètres. La piste a été tracée par les auteurs de la piste des JO de Tokyo. C'est une discipline qui est en pleine évolution et puis qui est une discipline qui est dans l'air du temps aussi pour la jeunesse. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant. Bien sûr, on a des objectifs avec cette discipline qui sont des objectifs olympiques, mais parce qu'il faut en avoir pour faire rêver la jeunesse aussi derrière. Et aujourd'hui, c'est des médailles qui comptent pour nous. Pour sa première journée de compétition, avec une manche régionale sud-ouest et une manche départementale Haute-Vienne, le club a reçu plus de 450 pilotes qui ont apprécié les installations et le circuit. Là, on le découvre. Ouais, c'est un bon petit circuit, bien roulant, donc bien pour les petits, je pense que pour les grands aussi. Le fait qu'il y ait déjà des bosses qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, avec des grosses bosses de gros volumes. Voilà, on est vraiment sur un circuit type national, voire international. Et c'est topissime. Ouais, voilà, beaucoup d'adrénaline dès le départ. On est la seule piste de BMX de ce niveau-là en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est une des plus grandes régions de France et la plus sportive aussi. Donc maintenant, j'allais dire au club avec cet outil d'aller nous chercher des grandes et belles compétitions et de former des pilotes de renom. Pour chaque pilote, on compte entre 3 et 4 accompagnateurs. Chaque compétition assure donc des retombées économiques à la ville d'accueil. Limoges pourrait recevoir en amont des JO de Paris des équipes olympiques à l'entraînement. Voilà, nous terminons ce journal par un reportage plutôt insolite. Je vous le disais dans les titres, Jérémy, Hugo et Kevin, 3 jeunes, ont listé 99 choses à faire avant de mourir. Ils ont un peu de temps devant eux, vous me direz, puisqu'ils sont entre 21 et 27 ans. Et leur premier défi, c'est partir à l'assaut d'un chemin de randonnée particulièrement difficile, peut-être même l'un des plus difficiles d'Europe, qui se situe en Corse. Angèle Ricciardi a rencontré pour nous 2 de ces drôles d'aventuriers pour Via Télépaisé sur place. Regardez. On a eu l'idée un peu de faire comme une bucket list de choses qu'on veut faire avant de mourir. Et donc là, ça serait le premier défi des 100 sur notre liste. Et donc chaque défi, ça serait en fait un reportage. Et donc le premier défi que les moustachus veulent faire avant de mourir, c'est faire le GR20 en Corse. En général, on a plusieurs types de réactions. Soit on dit oh les Basques, oh les Bretons, oh les Marins. Ça peut être tout n'importe quoi. Après on dit qu'on est Bordelais, c'est déception totale. Ah Bordelais, bon tant pis, c'est pas grave. On peut pas être parfait. Donc, les gens, je sais pas pourquoi, mais les gens sont encore plus à l'aise. Ouais, complètement. Et franchement, pour une première impression, pour une première rencontre, ça marche. Ça passe très, directement, très bien. On brise la glace rapidement et les échanges sont hyper fluides, c'est super cool. Si on veut résumer très très simplement, c'est un peu une sorte de reportage cinématique. Je sais pas si ça existe, mais en gros, c'est de très belles images, des images assez cinématiques qui donnent envie de faire le GR20, mais en même temps, c'est aussi un reportage, des interviews, des rencontres. Faire ressortir vraiment le vrai côté du GR et la Corse vu par nos yeux, parce que de base, c'est notre métier. Et on veut vraiment faire du reportage cinématographique qui se laisse regarder tout seul. La journée, t'es au bout de ta vie. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas, c'est horrible. Et même si c'est magnifique, c'est horrible physiquement et mentalement. Et le soir, t'arrives, tout le monde a vécu la même chose, donc il y a des liens qui se forment. Sont forts, c'est vrai. Et une ambiance extraordinaire. Nous, on a l'impression de vivre, d'aller dans un pays différent chaque jour. C'est-à-dire que diversité de paysages impressionnante. Avant-hier, on se croyait Costa Rica. Avant-hier, on se croirait
Suède ou dans le nord. Ouais, je sais plus où ça c'est. Avec les chevaux, le lac là, ça faisait un peu Islande, Irlande. Du caillou brut à des étendues vertes, des chevaux sauvages. Et pour ça, c'est une diversité qui nous a choqués. Je m'y attendais pas, moi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes en région de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.